faut qu'on invite quelqu'un, qu'on lui dise pas de quoi on va parler, et qu'on fasse semblant d'avoir invité la mauvaise personne. Tu sais, genre on s'est trompé. On a reçu un mec qui s'appelle Mathieu cette semaine, qui est photographe de concert, et il disait qu'il y avait un Mathieu. Donc lui, c'était Mathieu avec un T. Et il y a un autre Mathieu qui va aux mêmes soirées, qui s'appelle Mathieu avec 2 T et lui avec un seul, et qui est journaliste. Du coup, un jour, il faut qu'on invite quelqu'un qui a un homonyme, tu vois, qui sait pas de quoi on va parler, et puis on le lance sur des sujets cuisine, des trucs comme ça. Alors, t'as sorti ton dernier livre cuisine, d'où viennent les inspirations? Et on regarde s'il perd la face ou s'il se dit foutu pour foutu. Ah, moi, je vais jusqu'au bout. C'est toujours un plaisir de démarrer un épisode de Parole d'Image. Aujourd'hui, je suis toujours avec mon pote Max. Comment tu vas? Eh ben, ça va très bien. Ça va. J'ai pas de réponse originale à apporter aujourd'hui, donc ça va extrêmement bien. Je suis presque déçu. Aujourd'hui, avec nous, on a Mathieu Misiraka. Tu es chef-op, directeur de la photo. Ouais. On peut dire youtubeur maintenant ou pas? Ouf. Je sais pas, ça veut dire quoi, youtubeur? C'est quand on commence à gagner sa vie sur YouTube ou... On va dire donc tu es sur YouTube aussi. Je suis sur YouTube. Voilà. Avant, j'étais sur les forums. Et puis maintenant, j'ai basculé sur YouTube. Ok, donc on va parler de tout ça. Ça va être super intéressant parce que t'as la double casquette entre DOP, entre directeur de la photographie et chef-op. Ouais. Je pense que déjà pour caler ça auprès de tout le monde, la différence entre ces deux métiers, c'est quoi? Ouais, c'est marrant parce que c'est toujours la question qui revient. Ouais. Alors, en fait, très sincèrement, il y a pas de différence. Alors, certains vont dire que directeur photo, c'est celui qui s'occupe de la lumière mais qui ne cadre pas. Et chef opérateur, c'est celui qui fait le métier de directeur photo, mais qui en plus cadre. D'accord. Alors, oui et non, parce que aujourd'hui, on peut dire dans ce cas-là, sur les films au cinéma, tous les directeurs photo sont des chefs-op, parce qu'aujourd'hui, les directeurs photo cadrent. C'est plutôt rare aujourd'hui d'avoir un directeur photo qui ne cadre pas, ou alors on est sur des gros budgets, sauf évidemment quand il y a plusieurs caméras, il y a forcément d'autres cadreurs. Téléfilm, long métrage, j'ai toujours cadré. Donc dans ce cas-là, mais sur ma fiche de paye, il y a toujours marqué directeur de la photographie, quoi. D'accord. Donc si tu veux, c'est après on dit toujours de façon familière, tiens, c'était qui le chef-op sur le film? Attends, tu vois, c'est plus rapide de dire directeur de la photographie, tu vois. Donc pour moi, il n'y a pas de différence. Les choses ont beaucoup changé en 20 ans. Et elles continueront de changer. Et aujourd'hui, directeur photo, chef-op, pour moi, c'est la même chose. Voilà, c'est celui, chef-op, c'est tout comme directeur de la photographie, de toute manière, c'est celui qui est responsable de l'image. En parlant de ça, du coup, en parlant de l'image, la première question qu'on s'est posée avec Max quand on a étudié ce métier, et donc tu es le premier chef-op qu'on reçoit en Parole d'Image. Merci. Et on s'est demandé, est-ce que c'est un métier d'expression où tu vas pouvoir t'exprimer et laisser libre cours à ton imagination et à pouvoir faire passer des messages via la lumière ou dans lequel tu vas pouvoir mettre un peu de ton âme, ou est-ce que c'est un métier dans lequel tu vas devoir coller à des exigences et des cahiers des charges qu'un réalisateur va mettre en avant, par exemple? Alors pour te répondre, c'est les deux. Tout dépend des projets. Chaque projet est totalement différent au niveau artistique, au niveau des contraintes, des charges, etc. Donc si par exemple, je te donne un exemple, tu es chef-op, tu vas remplacer un chef-op sur une série. Donc forcément, ton côté personnel, ton côté de vouloir t'exprimer et tout est un peu réduit parce que tu es obligé de rentrer dans un moule. Voilà. Donc très sincèrement, voilà. Après, il y a des projets où c'est difficile de s'exprimer parce que, alors plusieurs choses. Déjà, il faut pas trop que la lumière dépasse. Enfin, comment te dire, ça souvent m'a fait la réflexion. Il faut pas que la lumière ou l'image dépasse la mise en scène. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'un seul coup, je te donne un exemple, tu as un décor avec des comédiens, des dialogues, etc. Il ne faut pas que d'un seul coup, les gens se disent « Oh là là, d'accord, le mec a fait plein de rentrées de lumière, des trucs. » Il faut être assez discret. Et en même temps, il faut coller un peu à l'action et à l'histoire. Donc c'est toujours, en fait, moi, chaque fois que je fais de la lumière, je suis toujours en fait, sur un fil. Et je me dis, allez, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? C'est toujours se dire, est-ce que je franchis cette limite ou pas? Alors, il y a des moments qui sont plus faciles, enfin des projets qui sont plus faciles justement à dépasser ces limites, notamment quand on fait des fictions sur YouTube. Bon, voilà, le diffuseur, il n'y a pas réellement de diffuseur parce que c'est YouTube, donc il n'y a pas un cahier des charges précis, etc., etc. Et en revanche, quand tu fais de la télévision, notamment des téléfilms par exemple, eh bien là, il faut faire attention. Quoique ces dernières années, grâce aux plateformes Netflix et tout, très sincèrement, le téléfilm ou la série, c'est un peu
c'est un peu mis en avant, décomplexé, parce qu'il y a une époque, il y a 10-15 ans, c'était pas possible. Hein. Il y a 10-15 ans, tu pouvais absolument pas t'exprimer. Un chef-op ne pouvait pas réellement s'exprimer, et s'exprimer était réellement prendre des risques que le diffuseur, que ce soit la télévision ou autre, te tombe dessus, quoi. Donc c'est toujours très, on marche sur des œufs, quoi. Et toi, tu as l'impression que globalement, tu as de plus en plus de liberté dans ton métier ? Oui, là j'ai l'impression. Alors déjà au niveau des téléfilms, oui. Parce que j'avais fait un téléfilm il y a maintenant 5 ans qui s'appelle Lanester avec Richard Berry et Emma Decaune, qui est un policier, France 2, machin, nana. Et je l'aurais fait il y a peut-être 15 ans, j'aurais pas pu faire cette image-là, quoi. T'as tellement envie en tant que chef-op de sortir des lumières un peu conventionnelles, t'as envie d'essayer des trucs, t'as envie de mettre carrément les gens en silhouette contre-jour, t'as un peu l'esprit rebelle, quoi. Alors, je veux dire, c'est toujours pareil, quoi. Plus on t'interdit de faire quelque chose, plus t'as envie de le faire. Voilà. Donc si tu veux, t'as envie justement de mettre les gens en contre-jour, de faire des highlights, etc. Donc t'as envie de le faire, mais à chaque fois tu marches sur des œufs parce que t'attends toujours les retours du diffuseur qui généralement est 2-3 jours après. Voilà. Après, là, dans le cinéma, c'est vrai que c'est un peu plus libre. Il suffit juste au préalable de se mettre d'accord avec le réalisateur, de savoir dans quelle direction je peux partir, où on va, quelles sont tes références, etc. Et puis, je t'avoue, les premiers jours de tournage, c'est toujours un peu délicat parce que tu te dis, est-ce que c'est bon, est-ce que je suis sur la bonne voie et tout. Je préfère commencer sur des séquences plus simples, genre des extérieurs, tu vois, comme ça, t'as le temps de prendre tes marques et tu feras les intérieurs où tu charges en lumière un peu plus tard. C'est toujours... En fait, c'est continuellement, tu marches sur des œufs et tu fais attention de ne pas trop te faire remarquer, mais à la fois, tu te fais plaisir. Et voilà. Est-ce qu'un chef-op ou un directeur de la photographie, il a une patte qui, généralement, le démarque auprès des réalisateurs, ou est-ce qu'il est justement engagé en général parce qu'il est polyvalent et qu'on sait qu'il va pouvoir tout faire ? On le fait venir pour plusieurs raisons. On le fait venir effectivement parce qu'il a une patte, il a un style qu'on peut aimer, voilà. Et aussi, quelque chose qui est invisible aux téléspectateurs, c'est sa façon de travailler. S'il est rapide, efficace, s'il est un peu rock'n'roll, parce que d'un seul coup, il y aura des séquences un peu... il va falloir courir, il va falloir aller vite, il va falloir être... etc. Donc, on le prend sur le côté, on va dire, artistique, qui là, pour le coup, se voit, et pour le côté aussi de la façon comment il travaille, qui là, très sincèrement, est transparent pour le téléspectateur, quoi. C'est le chef-op, quand même, qui est en charge de donner les solutions techniques. Oui, c'est le chef-op. Aujourd'hui, on va bosser en LED parce que je bosse en LED. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le chef-op qui est responsable. Il est responsable des choix techniques. Donc, ça peut être des choix techniques, des réglages, mais tout comme des choix matériels, de lumière, de caméra, etc. Donc, en fait, il est responsable. Voilà, on te donne un projet, tu lis le scénario, et à partir du scénario, il faut que et par rapport aux équipes qu'on te donne, tu dois réfléchir aux équipements que tu dois prendre, tant sur la caméra que sur la lumière, faire des essais caméra pour choisir la bonne caméra, la lumière, tester des nouveaux projecteurs pour faire telle ou telle ambiance, etc. Donc, un film, c'est 3 mois de prépa pour un chef-op avant, quoi. Ah oui, 3 mois de... Ah bah oui, enfin, moi, si on peut parler, par exemple, du film Le Visiteur du Futur... j'avais même commencé à travailler 6 mois avant, quoi, sur les choix de la caméra, prendre des rendez-vous avec les loueurs pour savoir quelle est la caméra à utiliser par rapport aux demandes et aux exigences du cahier des charges du réalisateur. Il faut faire des essais à droite, à gauche. Et question un peu naïve, mais t'es sûrement, en fonction de la prod, t'es limité par le budget aussi. Oui, évidemment, mais tout finit par rentrer avec un chausse-pied de toute façon. D'accord. Avec un chausse-pied, ok. Je veux dire, sur un long métrage, c'est toujours plus facile à négocier que sur 2 jours de tournage. Donc, quand tu pars sur 6 semaines de tournage, j'avoue, je suis très heureux parce que tout ce que j'ai voulu sur Le Visiteur, je l'ai eu. D'accord. Et c'est surtout aussi ce qui est très rare, parce que parfois, il y a aussi un truc, généralement très peu de chefs-op vous le diront, parce que ça casse un peu leur côté un peu chef-op, mais il ne faut pas se leurrer, c'est que bien souvent, tu n'as pas le choix. Parce que les productions ont des deals avec les loueurs. Donc, on te dira, tu vas travailler avec un tel, et un tel, ils ont que ça et que ça. Et Moi, j'ai eu la chance de pouvoir choisir la caméra dans le loueur que je voulais, de choisir ma lumière, parce que depuis maintenant 6 ans, je travaille exclusivement qu'en LED. Et j'ai appris, je me suis renouvelé là-dessus. Donc, je travaille qu'en LED. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir imposer mon loueur de lumière. Donc, voilà, sur ce film, je suis
je suis rarement, en tout cas, il est rare qu'un chef-op puisse choisir son loueur et ses équipements, quoi. Voilà, j'avais vu ça avec Netflix, comme quoi si les prods n'utilisent pas la caméra. Alors ça c'est un cahier des charges. Netflix donne un cahier des charges de dire voilà, vous avez le droit à utiliser telle ou telle caméra. Sinon ils n'ont pas le label du tout. Exactement. Ouais. Et Netflix, il a quoi comme rôle c'est le producteur? Ouais, c'est le diffuseur. Ouais, c'est le diffuseur. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal, hein, parce que il faut pas oublier, il y a un truc. Bon là, ça va parce que au cinéma aujourd'hui, on travaille quand même avec des bonnes caméras et tout, mais il faut pas oublier qu'au début du numérique, il y a 15 ans. On s'est mis à faire du cinéma, hein, donc du cinéma grand écran, hein, avec tout et n'importe quoi, hein, avec des petites caméscopes, des petits machins, des petits trucs. Et au final, ça arrivait qu'au cinéma, il y avait des films où techniquement, c'était vraiment pourri, quoi. Moi, je dis que c'est pas plus mal que sur le coup qu'un diffuseur dise écoutez, je suis désolé, mais moi, votre caméra doit faire minimum 4K. Donc, tac, tu vois, qu'il y ait des critères. Qui impose des standards. Oh bah oui, parce que il faut se rendre à l'évidence. Quand tu fais un film, ça coûte cher. T'aimerais pouvoir au moins qu'il soit au minimum en 4K, quoi. Hein, c'est pas. Tu fais un film et généralement, il va rester quand même sur les plateformes quand même un bout de temps, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, regarder du 4K sur des plateformes, c'est du luxe. Demain, ça sera un minimum, quoi. Personne ne voudra regarder des trucs en 1080. Je sais pas si sur YouTube aujourd'hui, tu regardes tous les vieux clips, ou tu regardes parce que tu n'as pas le choix, mais ça te fait mal aux yeux, tu as les yeux qui saignent quand tu regardes un vieux clip qui a été tourné il y a 15 ans et que tu le regardes en 360p. En 700, ouais. Tu vois, en 360p, quoi. Moi, j'ai fait j'ai fait des clips, des beaux clips en 35 il y a plus de 10 ans, et aujourd'hui, ils sont en 480p, quoi. Ça fait mal au cul, quoi. Tu vois. Il y a ton nom dessous, t'es en mode non. Ça, c'est tout. Effacez-moi ça. Et au cinéma, il y a les mêmes exigences qui sont à la hausse ou justement on a ce truc un peu stable Non, il n'y a pas d'exigence. C'est vraiment. Non, c'est pas comme Netflix, tu fais ce que tu veux, mais j'ai envie de dire. Tout dépend et justement ça fait aussi partie du rôle du chef-op, tout dépend de savoir dans quelle aventure tu vas être embarqué. Est-ce que tu vas être dans une aventure où tu vas pouvoir quand même te poser, mettre une caméra sur un pied et de prendre un minimum de temps pour faire un plan, ou est-ce que tu vas être tout le temps caméra au point, à courir partout, etc. Donc effectivement, en fonction des projets, tu vas choisir telle ou telle caméra, quoi. Et c'est tout à fait possible éventuellement de partir par exemple sur un hybride pour faire un film, quoi. Si on doit courir, si on est une petite équipe parce que c'est un petit budget, j'ai pas envie de me faire chier, même si j'ai le budget, d'avoir une grosse caméra et me faire chier pendant 4 semaines à porter des équipements alors qu'on n'est pas nombreux, quoi, tu vois. C'est vraiment une question de voilà, quels sont les moyens humains que tu as à ta disposition, et en fonction de ça tu choisis ton matériel, quoi. C'est pas que le rendu au final. Il y a pas mal de petites questions en souterrain. C'est le piège. Un ensemble de paramètres qui font que... c'est le piège, parce que si je sais pas, vous êtes deux, on est deux à la caméra, et enfin il y a un chef-op, un assistant caméra et un électro, tu vas pas partir avec un camion en pleine lumière et une caméra qui pèse 25 kilos, quoi. Tu vas être un escargot, quoi. Sur le tournage, tu vas pas. Donc il faut pouvoir s'adapter effectivement aux conditions de technicien que tu as le droit pour faire ce film, quoi. Il y a un jeu qu'on aime bien faire un peu plus tard dans l'émission, mais là je pense qu'on va le faire plus tôt. Parce qu'on est en train de parler de prod et de matos et tout ça. On va se rendre, si tu veux bien, sur ton compte Insta. Ouais. Et donc, Mathieu Misiraka avec 2T, hein, à Mathieu. Oui, c'est ça. Je suis sur ton Instagram, je vais pas le regarder, et je vais descendre, et c'est Max qui va m'arrêter. On aimerait bien avoir une histoire. Ah, d'accord. Derrière une image qui sera... Stop. Celle-ci. Raconte-nous tout. Yes. C'était quoi ça? Eh bien ça, c'est donc une web-série, car je fais pas mal de web-séries aussi, qui s'appelle Dark Story, qui a été réalisée justement par François Descraques. Et c'est ma première collaboration justement avec François Descraques, avant de faire Le Visiteur du Futur. C'est la première fois qu'on travaillait ensemble. On s'était déjà entendu parler, on se connaissait de nom. Mais c'était c'est une super web-série de je sais plus combien d'épisodes, 6 épisodes. Et il y en avait 4 qui étaient réalisés par Guillaume Lubrano et 2 par François Descraques. Et moi, je venais de la part de Guillaume Lubrano, que je connais maintenant depuis 20 ans, avec qui je fais tous les projets de science-fiction. Et c'était notre première collaboration, et on a fait ce projet qui se passe dans une ferme. Voilà. Et voilà, c'était super sympa. Et il y a d'ailleurs le comédien du Visiteur du Futur qui est dessus, là, en amorce. Florian. C'est des photos de backstage en général que tu mets sur ton Alors, Instagram? moi, au début, j'ai mis pas mal de photos de capture.
de capture d'écran de justement des projets que j'ai fait. Puis après, là, ces derniers mois, j'ai mis des photos un peu de backstage. Oui, effectivement. Celle-ci, par exemple, là, on voit... Voilà. Là, c'était justement, il y a quelques mois, sur le Visiteur du Futur. On est plus sur du 25 kg que sur du... Alors là, pour le coup, parce qu'on l'a sous-pesé, elle faisait 25 kg. D'accord. Ouais. Et pour bouger ça, figure-toi que j'ai fait de l'épaule avec la config que tu vois. Tu peux faire de l'épaule J'ai fait de l'épaule, ouais. Ah ouais, faut aller à la salle pour compenser à côté. Ouais, j'ai fait de l'épaule avec ça et ça faisait 25 kilos et j'ai cru que j'allais pas tenir et en fin de compte, bizarrement, ça l'a fait. J'ai même fait de l'épaule en courant avec ça. Ah ouais. À la fin, tu finis, t'es un... Ah ouais. Parce que t'as un monstre. T'as une stabilisation qui est intégrée ou pas du tout? Non, j'avais juste un easy rig, mais l'easy rig c'est une genre de potence qui t'aide, si tu veux, à porter et ne pas avoir tout le poids sur les bras, mais ton corps porte quand même réellement 25 kilos. T'as des anecdotes de tournage, des anecdotes rigolotes ou des choses qui t'ont marqué où tu t'es dit j'arrête ce métier ou au contraire, l'extrême tout de suite, j'arrête ce métier. Ou au contraire, j'adore ce métier. Non, mais c'est plusieurs fois je me suis dit ça. J'ai dit putain de métier, j'arrête quoi. Franchement, ça continue comme ça, j'arrête. Ouais. Alors je me rappelle plus pourquoi je l'ai dit, mais je me souviens de l'avoir dit au moins plus d'une fois déjà quoi. Et après, il y a des trucs tu fais et tu dis waouh quand même quoi. Je fais vraiment un métier top quoi. Donc c'est vrai quoi, alors après je me rappelle jamais trop quoi. Ça se déclenche, ce genre de réflexion tu les as sur le set ou t'as pas le temps parce que t'es dans le rush et tu les as t'es là, ça te traverse l'esprit en un quart de seconde. T'es là, tu dis oh putain c'est génial quoi, c'était Par exemple je m'étais dit ça sur je crois que c'était la première saison de Métal Hurlant, on tournait dans les studios de Bucarest là, à Castelfilm là, il y a disons des super gros studios et on tournait une séquence d'un grand dîner et tout, et il y avait plein d'acteurs américains et tout qui étaient connus. J'étais oh putain, j'ai l'impression de faire un film à Hollywood quoi. Il y avait des tonnes de lumière, il y avait des super beaux décors, il y avait des super acteurs, et là tu te dis wow quoi, là je fais le privilège, je suis ici, je suis là et je suis derrière la caméra et je suis là putain c'est voilà. Et parfois à l'inverse, à l'autre extrême, je me suis dit putain de métier de merde quoi, c'est vraiment... Tu prends 25 kilos, tu cours dans la boue et tu te dis... Ouais, c'est même pas ça, parce que ça, à la limite, ça fait partie du quotidien. Mais il y a des trucs, parfois, je sais pas, Quand tu sens que t'as pas la liberté, peut-être? Quand tu sens que Ouais, non, c'est même pas tant quand t'as pas la liberté. Ça... Est-ce qu'il y a du rush parfois, des tournages qui sont vraiment en retard, des trucs où t'as la pression constante Mais de toute façon, je vais te dire un truc, moi, c'est ça un truc, parce que bon, je fais quand même des petits projets sur YouTube, du film cinéma, donc j'ai un éventail assez large. Et en fait, je remarque un truc, c'est que quel que soit ce que je fais, on est toujours dans le rush, quoi. On est toujours speed, on n'a jamais le temps de rien. Que t'aies 2 euros ou 5 millions pour faire un film, t'as toujours le rush, quoi. Okay. Tu te dis, ok, j'ai compris. Enfin, quand t'as goûté aux deux extrêmes, tu te dis, c'est tout le finalement, métier, je crois que c'est toute ma vie où je vais être dans le rush, quoi. Donc voilà, autant s'en faire une raison, et voilà, on est tout le temps dans le rush. Donc quoi. Tu l'as accepté à force. Je l'ai accepté, et du coup, non seulement je l'ai accepté, mais pour vivre mieux, ce rush, j'ai essayé justement de mon côté de trouver des solutions pour aller plus vite. Et notamment, par exemple... D'où cette efficacité. Et notamment de travailler en LED pour aller plus vite. Et puis de me dire, bon, allez, maintenant, j'arrête de mettre des lumières partout. Je vais mettre moins de projecteurs, mais à des endroits plus stratégiques. Pour être efficace. Plus efficace. Et puis, je vais faire des lumières peut-être parfois plus naturalistes. Et puis au fin de compte... Tu sais quoi, au fin de compte, on arrive quand même encore à faire des belles images malgré tout ça, quoi. Tu parles de prod web pour YouTube. Ouais. Tu parles de petite prod, tu parles de téléfilm, de cinéma. Ouais. Il me semble que tu as bossé à la télé pas mal aussi. Ouais, notamment pour M6. Ouais, j'ai travaillé beaucoup pour M6 pendant presque 15 ans. Tout ce panel-là de toutes ces productions différentes, ce sont des opportunités qui se sont ouvertes à toi? Ou est-ce que c'est complémentaire et tu as besoin de tout ça en fait pour être heureux pour te répondre, c'est un peu des deux, parce que moi je suis arrivé dans la télévision par hasard, parce que moi j'ai toujours voulu faire de la fiction, mais je suis rentré dans la télévision parce que j'avais fait mon stage à l'époque de BTS, et puis je suis rentré dans un flux, notamment celui d'M6 où il y a toujours beaucoup de travail à faire, donc voilà. Et après j'ai voulu aller faire de la fiction, et à un moment donné j'avais un équilibre qui était sympa, c'est de faire de la fiction et de la télé. Et ça, c'était vraiment, vraiment top, parce que c'est deux mondes différents et ça permettait un peu de casser un peu la routine. Et là, aujourd'hui, la télé, j'en fais plus depuis au moins presque plus de 5 ans maintenant. Je fais plus du tout de télé. Okay. Alors peut-être que les gens ont dû remarquer via les réseaux sociaux que Miziraka, il faisait que de la fiction, donc on va pas le faire chier à la télé. Or, c'est un tort, parce que moi, j'aime beaucoup la télé. Ça me permettait un peu de trouver un peu un équilibre. Un juste milieu. Un juste milieu. C'était plutôt sympathique, parce que... voilà, et puis en plus j'avais
j'étais même dans une triangulaire parce que je faisais de la fiction, de la télé et je donne des cours, tu vois. Donc si tu veux, toi, t'as une vie, t'as zéro routine, quoi. Un coup tu fais de la fiction, un coup tu fais de la télé, après tu donnes des cours. Voilà. Bon, aujourd'hui, je donne des cours et je fais de la fiction. Voilà, j'ai la télé qui a sauté. Et tu parles du coup de cette routine qui est cassée avec ces différents domaines parce que l'image est vraiment différente quand on... Ouais, puis c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes façons de travailler, c'est pas du tout ça n'a rien à voir. La télévision et la fiction, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment deux mondes différents. Ça peut être les mêmes équipements parfois, surtout aujourd'hui parce que avant c'était sûr que c'était différent parce qu'on était en argentique et en vidéo. Là aujourd'hui on est numérique partout, mais c'est pas du tout les mêmes façons de travailler, les mêmes, tu vois. Est-ce que tu as l'impression que ta multi-expérience là, elle te permet de diffuser un peu, je sais pas, les compétences ou la technique de l'un vers l'autre, que ce soit de la télé, enfin des grosses productions vers les petites, ou l'inverse, moderniser les grosses productions? Moi je pense que grâce à la télé et l'expérience de télé que j'ai eue avant, ça m'a permis de travailler vite parce qu'à la télé on travaille vraiment pour le coup ultra vite. Ah oui, ok. Et puis c'est toujours trouver des solutions, t'as zéro thune et tout. Donc je t'avoue, moi je suis content de mon expérience, je la regrette absolument pas parce que au cinéma, je travaille vite, rapide. Tu vois, en disant ça, c'est pas péjoratif, c'est pas se dire bon je vais vite mais je fais de la merde. Non, c'est je fais vite mais j'arrive quand même à des choses super beaux, quoi. Donc c'est de trouver la manière peut-être plus efficace parce que tu as appris à la faire en direct à la télé et que... Oui, puis tu apprends à aller à l'essentiel, quoi. Donc, peut-être que t'as pas la réponse à ça, mais pourquoi il y a un tel clivage entre la télé et le web en matière d'image? Pourquoi est-ce que les deux se regardent un peu dans le blanc des yeux? Entre les formats... tu sais quoi? Tu trouves pas? Moi j'ai connu le clivage entre la télévision et entre la télévision et le cinéma. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, j'en ai ultra souffert parce que moi je travaillais à M6 et je devais faire un genre de petit reportage sur un tournage de cinéma, tu vois. Et je suis arrivé, ça je te parle de ça il y a 20 ans, hein. Je suis arrivé avec ma caméra à l'épaule comme ça et les gens me regardaient, tu vois, du cinéma, et étaient là, il fait de la télé. Regarde-le comment il fait. Alors que j'avais envie de faire de la fiction et je me dis putain, comment il me traite comme de la merde. Et en plus, c'était un chef-op très connu, donc je ne veux pas dire son nom, mais voilà, ils sont en mode se foutaient de ma gueule. Et donc, tu sentais à l'époque quand même ce gros clivage, quoi, entre ceux qui font de la télé, qui font de la merde, tu vois, et ceux qui font du cinéma, qui sont là. Mais aujourd'hui, très sincèrement, ça c'est un peu... les jauges sont un peu retombées. Parce que techniquement, il y a des rapprochements. Déjà, techniquement, il y a des rapprochements. Et puis, dans la façon de travailler, il y a aussi des rapprochements parce qu'on te demande... On fait des films maintenant plus courts, avec moins de journées de tournage, avec moins de personnes. Okay. Donc, d'un seul coup, tu vois... En fait, ces contraintes de temps, de budget et tout, elles sont partout maintenant. Donc partout. Okay. Donc, les gens sont partout. adaptés. À moins que tu fasses un film à 100 millions, et encore, je ne sais même pas, quoi. Mais je ne savais pas qu'il y avait un clivage web. Non, je ne sais pas, c'était une question... Moi, j'ai l'impression que les deux mondes ne se connaissent pas. Quand on regarde la télé ou les formats du web, j'ai l'impression qu'il y a très très peu de... À part des gens comme Poulpe, par exemple, qui vont passer de l'un à l'autre entre Canal et YouTube. J'ai l'impression qu'à part... Ouais, mais en fait, t'as l'impression que la télé essaie de se moderniser, mais je sais que la télé flippe, quoi, parce que les jeunes ne regardent plus la télé, ils regardent YouTube, quoi. YouTube, tu l'as dans le creux de ta main, quoi. La télévision, tu vois, elle est chez toi. C'est un meuble qui bouge pas. Voilà, souvent, les parents la regardent avant que tu la regardes. Toi, YouTube, tu l'as dans le creux de ta main, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est plus accessible pour les jeunes. Et du coup, il y a eu une multiplication des chaînes YouTube. Qui fait qu'aujourd'hui tu as tout, quoi. Et je comprends, et même moi je regarde plus par les informations, je regarde plus la télé, quoi. Donc c'est plus dans la diffusion, tu penses, que dans la manière dont c'est créé. C'était une question ouverte. Ouais, mais je pense que moi, de toute façon c'est réel ce problème. Enfin, je sais pas si c'est un problème d'ailleurs. Ça a fait chier les annonceurs, parce que du coup les annonceurs qui voulaient s'adresser à un public 16-25, ils savaient qu'ils ne le retrouveraient pas sur la télé, donc ils sont allés justement sur Internet, et du coup ça a ouvert à plein de projets qui ont permis de faire des projets sponsorisés, des trucs sympas pour YouTube, quoi. Et puis même au niveau Internet, j'ai l'impression que les contenus même évoluent sur Internet. Enfin, moi je ressens que les contenus ils ont tendance à se raccourcir. On a aussi des contenus longs qui, d'ailleurs comme ce podcast, qui émergent, mais les contenus qui faisaient 5 minutes, maintenant on a de plus en plus de contenus de 1 minute, 30 secondes, etc. En fait, les jeunes veulent des trucs courts. Moi j'ai remarqué même dans mes vidéos, quand c'est une vidéo de 20 minutes, tu vois, la télé, quand c'était à la télé, tu pouvais pas, t'es obligé d'attendre et tout. Là, t'as l'impression que plus c'est court, mieux c'est, quoi. Et les gens, voilà, c'est vrai que moi, parfois on me le dit que c'est long, que je parle beaucoup, Bon, après, voilà, je m'adresse pas à un même public, quoi. Moi, je m'adresse plus à un public qui veut s'intéresser, qui veut... plus précis. Plus précis, ouais.
tu commences à en parler, tu parles de ta chaîne YouTube là actuellement, donc qui porte ton nom, Mathieu avec 2 T et Messiraka. Je crois, à ma connaissance, tu es le seul. Alors des photographes, des réalisateurs sur YouTube, il y en a. Des chefs-op, j'en connais pas énormément. Et donc toi, tu as ta chaîne depuis 2018. Comment t'expliques qu'il y ait si peu de gens qui transmettent un peu ce genre de savoir, de technique, de review, dans ton domaine comparé aux autres? Bon, voilà. L'explication est simple. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, avant d'être sur YouTube, j'étais sur les forums. Donc voilà, je prenais du temps à expliquer, à partager mes expériences et tout, mes tournages et tout. En fait, je faisais ce que je fais sur YouTube, mais sur des forums. Et après, j'ai compris que les forums, ça diminuait et que les jeunes, quand ils avaient une question, ils n'allaient pas sur des forums, ils allaient sur YouTube. Donc du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai plus trop le choix, je vais me lancer sur YouTube. Et après, j'ai compris que l'exposition était très publique. Du coup, et du coup, tout le monde pouvait te voir. Et après, j'ai compris que les gens avec qui je travaille me voyaient aussi. Avec du bouche à oreille, ça se communiquait très vite. Et voilà, et c'est vrai que du coup, ça peut te changer la réputation d'un chef-op. Et je sais que quand tu me dis que je suis le seul, ça ne m'étonne pas parce que dans les chefs-op que je connais, personne n'oserait faire ça. Et tout le monde me dit, mais t'es malade de faire ça, t'es malade de faire le con, tu vas te décrédibiliser. Et j'ai dit, écoute, tu sais, moi, c'est compliqué. Moi, si j'ai envie d'avoir ma liberté, si ça me plaît, je le fais, quoi. D'accord. Et j'ai pas envie de vivre par rapport. Il y en a beaucoup, les chefs-op, c'est attention comment je m'habille, les chaussures que je vais choisir, le petit chapeau, le petit machin. Tu sais, il y a toujours un style. Le chef-op a toujours un style, quoi. Pas dans son image qu'il fait, mais dans la façon de paraître. Et le style de faire le con sur YouTube, c'est certainement pas un style de chef-op, quoi. D'accord. Donc c'est même dans l'image que tu reflètes de toi. Moi, je pensais que c'était plus profond que ça. Je pensais que c'était Et puis il y a aussi un côté, on ne veut pas dire les secrets. C'est ça. Moi, je pensais que c'était. Mais ça, c'est depuis la nuit des temps. Même sur les forums, il y avait très peu partagé les expériences. Contrairement aux États-Unis, etc., où là, les chefs-op sont un peu plus libérés. Mais en France, on est tellement à cran, on a tellement peur de sauter, on a tellement peur que l'autre, il te pique ton idée, machin, etc., que les gens, ils disent plus rien. Ils disent rien. Et du coup, voilà. Et moi... toi, tu t'en fous. Moi, je m'en fous. Tu donnes tes... Moi, je donne. Tu considères que c'est pas un danger? Enfin... non, mais ça peut être un danger. La prise de conscience en toi. Mais non, putain, merde, bon, j'arrête. C'est vrai, t'as raison, putain, j'arrête. Non, mais même, enfin, je veux dire, en plus, moi, je suis enseignant depuis 20 ans. Donc, depuis 20 ans, j'explique aux étudiants comment je travaille. Donc, et en plus, comme ça fait 20 ans que j'enseigne, il y a aujourd'hui des étudiants que j'avais il y a 15-20 ans qui sont aujourd'hui des chefs-op, quoi. Et que j'étais là à leur expliquer comment on fait une fiction, quoi. Donc c'est dans ta fibre de transmettre. Donc voilà, c'est fait. Enfin, je veux dire, voilà. Après, Et moi j'ai une question. Quand on parcourt ta chaîne YouTube, c'est quand même majoritairement de la technique. Enfin, c'est quand même assez technique. Alors que je pense que c'est que un pan de ton métier. Tu as aussi, je pense, l'analyse de la lumière, etc. Que j'ai moins vu sur ta chaîne. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est parce que tu es un gros fanat de technique ou c'est ce que tu préfères enseigner, ou alors est-ce que c'est parce que ta cible, les gens qui te regardent, tu sens qu'ils te posent plutôt des questions techniques? Moi, ça m'intéresserait de faire des contenus plus artistiques, mais je t'avoue, je suis un mordu de technique, quoi. Moi, je suis à la base un technicien pur et dur. Ça vient d'où, ça? Ça vient parce que, je sais pas, depuis l'âge de 16 ans, où j'ai toujours été fan de la technique de la caméra, et voilà. Et c'est vrai que même scolairement, j'ai toujours été plus technique que littéraire. Donc je suis l'artistique, je dis pas que j'en fais pas, j'en ai obligé d'en faire, mais voilà, d'abord c'est la technique et je me protège bien, je me glagne bien avec la technique et après je fais l'artistique, quoi. Mais après, tu sais, l'artistique, parfois, je vais te dire un truc, quand on voit que quand tu commences un projet, on te dit ah tiens voilà, j'aimerais bien que tu fasses cette image là comme sur le film. J'ai envie de te dire où est le rôle artistique parfois dans des chefs-op, parce que en fait, on te fait de toute manière. Il faut pas se leurrer, on te demande de refaire ce que l'autre a fait. Et en pub, c'est pire. La pub, mais c'est pire. Parce que déjà, en pub, quand on regarde ton showreel, les gens veulent voir déjà leur pub dans ton showreel. La pub, excuse-moi, l'artistique, c'est sans cesse, c'est sans cesse répété. Tiens, voilà des références, fais-nous ça, quoi. Du coup, quand est-ce qu'on innove? Quand il y en a un je vais te dire, quand il y en a un qui prend le risque de se dire, tiens, je vais essayer ça, quoi. Alors, soit le mec il se plante, on n'entend plus parler. Soit il crée une mode. Et tout le monde fait la même chose, quoi. T'as tout le monde qui suit derrière, Voilà. Mais c'est comme. Mais j'ai envie de te dire, il y a un truc, je te donne une anecdote. Je sais pas si t'as remarqué, mais depuis
plusieurs années, tu sais, les pubs, généralement sont un peu une image très laiteuse, très mystique, creamy. Peu contrasté, tu vois, avec des désaturés, etc. Bah ça, c'est parce qu'un jour, il y a un nain qui a fait un tournage en logarithmique avec un gamma logarithmique et qui a peut-être pas étalonné ou s'est planté et tout le monde a dit ah ouais cool, on va faire pareil, très doux. Et du coup, quand je faisais de la pub, on me disait ça. Ah ouais, tu peux nous faire là, comme le Crédit Agricole, une image très douce, très laiteuse et tout. Est-ce que c'est pas comme la mode en général, les vêtements, etc. T'as tout le monde qui se conforme, il y en a un qui sort du lot, ça prend le contre-pied, etc. Exactement. De toute façon, prends un film qui a été tourné aujourd'hui, prends un film qui a été tourné il y a 10 ans, dans le même thème, tu verras l'image, c'est plus la même, quoi. Et dans 10 ans encore, on aura autre chose. Et ça, c'est assez passionnant. Et aujourd'hui, on est par exemple sur des lumières très naturalistes qu'il y a 20 ans, on faisait pas, quoi. C'est quoi que t'appelles une lumière naturaliste ? Bah, c'est des lumières en fait qui tu regardes notamment des séries et tu te dis putain mais t'as l'impression que c'est pas éclairé, quoi. Tu te dis c'est naturel, je vois pas d'effet, il y a pas de key light, de machin, c'est très naturel et tout. Et en même temps tu te dis putain mais c'est quand même très beau, quoi. Ça marche bien, quoi, tu vois. Donc on est aujourd'hui plus naturaliste, alors qu'avant il y a même 40 ans on regarde des films, les comédies, t'avais sur le mur 3 ombres, c'était vraiment très théâtral, l'éclairage très théâtral. Là on est sur des côtés vachement plus naturalistes, plus mais quand même beau, avec une recherche d'une esthétique. Voilà. Donc, est-ce qu'on est plus précautionneux ? Est-ce que c'est plus précis qu'avant, quelque part, ou c'est juste d'autres codes ? Non, je pense que c'est d'autres codes. Ok. Ouais. Et il y en aura encore dans 10-20 ans des nouveaux, quoi. Ok. Tu vois, il y avait il y avait la fameuse mode de l'étalonnage, tu sais, orange and teal, là, tu sais, les côtés visage chaud, background froid, tu vois. Ouais. Il y a eu cette mode-là, il y a eu... c'est un peu passé de mode, ça, je crois. Ouais, on est sur la fin, exactement, là. Ouais. c'est ce que je me faisais la réflexion, je me dis, oh putain, aujourd'hui tu fais un étalage comme ça fait vraiment... en fait, c'est toujours utilisé dans les grosses productions, mais c'est bien fait. Oui, ouais. Et c'est discret. C'est subtil. C'est discret, c'est pas comme ça, quoi. Ouais. C'est très discret, et c'est vrai que bon, quand c'est un peu grossier, tu dis, oh, ok, d'accord, ça fait un peu low cost, quoi. Tu suis dans ton métier la technologie, forcément. Ah oui. Dans le cinéma, il y a des choses qu'on fait, les choses qui se font maintenant sont absolument extraordinaires. Ouais. Alors j'ai perdu le nom, mais comment on appelle les décors avec les écrans LED maintenant suivent ça porte un nom que c'est Studio à LED. Voilà. J'ai tourné récemment pour le Visiteur du Futur. On a fait toutes les séquences bagnoles. Ah super. On les a fait à Studio à LED, quoi, avec des écrans sur les côtés, au-dessus, là, comme là, et voilà, on a fait ça. C'est hyper moderne. On est sur le début de ça, là. Ah oui, on est sur le début, parce que je peux même te dire que parce qu'on a dû faire des essais avant le tournage, quelques mois avant le tournage, entre les essais et quand on a tourné, c'était d'ailleurs le dernier jour de tournage. 3 mois plus tard, c'était déjà même plus les mêmes écrans, ils avaient changé, quoi. Comment tu fais pour être à jour dans un métier où tu dois connaître les caméras, les lumières, les LED que tu utilises, les écrans, les essais. Mais c'est permanent, en fait. Ça va tellement vite mais non seulement c'est permanent, mais c'est plus qu'avant. Tu prends l'exemple. Par exemple, on va prendre l'exemple il y a 40 ans, quoi. Comme ça, on est loin du numérique et de la LED. Il y a 40 ans, les projecteurs, c'était toujours les mêmes. C'était du tungstène. Et puis, de toute façon, même si on sortait un autre projecteur, c'était toujours du tungstène à l'intérieur. Les caméras, elles ont fait presque un demi-siècle d'utilisation. Les Arri 3, les 535 BL, etc. C'est des caméras qui ont été utilisées longtemps. Donc, il y avait peu d'évolution technologique. Ouais. Après, dans les débuts des années 2000, il y a le numérique qui est arrivé. Et alors là, c'était la foire à la sortie des caméras. T'en as une qui sortait tous les 6 mois. Et là, depuis 5 ans, même un peu plus de 5 ans, c'est la lumière. Tu as des projecteurs en LED qui sortent tous les 2 mois, tous les 2 jours, tous les 15 jours. Donc, si tu veux, c'est à un moment donné, c'est comme si un logiciel se mettait à jour tous les jours et non pas tous les ans. Mais est-ce que tu as une veille en plus à faire de savoir que dans 6 mois, il y a quelque chose qui va sortir et que... Est-ce que tu essaies de prendre de l'avance ou c'est vraiment par ton métier que... moi j'essaie toujours, en tout cas à la lumière, parce qu'à la caméra, ça y est, là on est un peu à l'épaule de courbe, on est un peu stabilisé, on va dire. Okay. Alors qu'à un moment donné, on était carrément dans la montée, là. Là, ça stabilise au niveau de la caméra, mais en lumière... La lumière, ça évolue. Là, on est sur la pente. Donc, très sincèrement, à chaque fois que je fais un projecteur, chaque fois que je fais un projet, j'ai toujours des nouveaux projecteurs. D'accord. Que je teste. Sur le Visiteur, j'ai utilisé des projecteurs où j'étais le premier à l'utiliser parce qu'il me fallait absolument ce projecteur, parce que justement, pour la nuit, j'avais besoin de faire ça. Donc, à chaque fois, et à chaque fois, même sur les téléfilms d'avant, etc., à chaque fois, j'avais des nouveaux projecteurs qui étaient généralement même en bêta-test, quoi. Tu vois, c'était des prototypes et tout. Qui n'étaient même pas commercialisés encore. Qui n'étaient même pas encore commercialisés, que je testais. Et que, donc on est toujours à la pointe parce qu'aujourd'hui, il y a des trucs qu'on attend en tant que chef-op. Par exemple, je te donne un exemple, les lampes qu'on met dans les lumières domestiques, en LED, mais ça fait des années qu'on les attend, quoi.
On était encore en train de... Ça fait des... Alors que c'est un truc, tu vas à Leroy Merlin, t'en trouves, quoi. Bon, sauf que, évidemment, le rendu des couleurs est un peu dégueulasse. Mais de façon professionnelle, ça fait un bail qu'on attend ça, quoi, tu vois. Et là, c'est sorti, grâce à Astera et même Aputure, ça c'est sorti et ça nous a simplifié la vie. Et je les ai tout de suite utilisés sur le dernier tournage que j'ai fait. C'était pas possible d'utiliser des vraies lumières domestiques. On a quelque chose de pas homogène, de pas... Tu les utilisais, mais en tungstène. Alors, il fallait mettre un bout de CTB, il fallait mettre du neutre, faire des allumages, c'était compliqué. Synchroniser tout ça sur une table, c'était compliqué. Là, c'est sorti il y a peut-être maintenant 1 an, mais tu vois, ils ont sorti les LED, les ampoules que tu mets dans les lumières domestiques. C'est tout con, mais ça n'existait pas, quoi. Tu vois. Et moi, ça m'a là sur le film que j'ai fait, ça m'a grave servi, quoi. J'ai fait que je me suis servi énormément de ça, quoi. Tu dis qu'on plafonne en termes de nouvelles technologies sur les caméras, qu'on est arrivé à une espèce de palier. Ouais. C'est parce que ça intéresse plus les prods, ou c'est la technique qui commence à brider, ou c'est-à-dire que là, on a misé tout sur le CMOS, le capteur CMOS. On a fait le choix de se dire on va travailler en CMOS, qui est pour moi un bon choix. Et quand tu regardes les mises à jour, ne serait-ce que chez Red, les premières mises à jour de capteurs étaient flagrantes. Aujourd'hui, on discute sur un poil de cul, quoi. Tu vois, c'est vraiment, on commence à arriver un peu à saturation. En revanche, là où ça grimpe, c'est non pas sur les grosses caméras, mais c'est plutôt sur les petites caméras, les petits hybrides, les machins, les Blackmagic, les Blackmagic, les Panasonic, les Sony, tout ça, ça commence à monter. Et contrairement à ce qu'on peut penser, parce que je me prends des tonnes de réflexions sur ma chaîne en disant oui. Règle les comptes, vas-y, règle les comptes. Non, mais c'est parce que je réponds pas. Je pose des critiques sur des petites caméras. Alors tout de suite, on me dit ouais, c'est le chef-op qui a peur de la nouvelle technologie. Ça. Non, justement, moi, je rêverais de travailler avec des caméras qui sont petites, des petites caméras. Parce que, excuse-moi, mais porter 25 kilos... ça va bien 2 secondes. Ouais. Et ben, ça sera simplement peut-être plus léger et pour le coup plus intéressant pour des petits projets avec moins de budget, quoi. Oui, nous on le voit d'ailleurs dans les petites prods à plus petit budget. On le voit par exemple sur les systèmes de stabilisation. Ouais. Qui avant prenaient le harnais ou avec les espèces de harnais qui passent au-dessus de la tête. Ouais. Et là on a par exemple Célestine qui tient un Ronin RS2 à une main et qui fait des plans stables. On voit quand même que la technologie elle va nous faciliter beaucoup la vie. Ouais. Jusqu'où ça va aller, tu penses? C'est une question complètement ouverte. Moi je rêve, moi je dénire un truc, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est que j'aimerais faire un téléfilm comme ça, quoi, dans cette config là, quoi. Ok. Mais avec vraiment une petite prod et pas forcément une petite prod, mais des équipes. Moi déjà je savoure de travailler de façon légère au niveau de la lumière. D'accord. J'aimerais faire la même chose sur la caméra, quoi. Mais ça va venir, sauf que pour moi, il manque encore des petites choses qui doivent évidemment s'améliorer dans les années à venir et qui me permettra de dire ah ok, là maintenant je peux passer. Côté technique, tu veux dire la technique n'égalise pas encore. Ouais, par exemple le codec. Là, on est sur des codecs un peu trop légers par rapport à ce qu'on utilise. Alors il y en a pour certains, ça leur semble suffisant, mais très sincèrement, quand tu regardes avec une caméra plus évoluée, tu vois quand même la différence. La façon comment le signal vidéo va être compressé. Et aujourd'hui, on met sur des genres d'hybrides comme ça, on met des codecs qui sont très intéressants, mais que si tu regardes en profondeur, sont quand même un peu trop légers pour pouvoir faire de la belle post-production avec. De la grosse prod, ouais. Okay. Donc voilà. Mais moi, j'en doute pas. Moi, je suis sûr que dans... Enfin, regardez, on est en 2021. En 2011, c'était le Canon 5D. Et le Canon 5D, excusez-moi, on faisait du 1080... l'image était ultra contrastée, il n'y avait pas de gamma logarithmique, il n'y avait rien. Donc j'ose imaginer que dans 10 ans, en 2031, je pense qu'on fera des films avec des hybrides. Tu reviens nous voir pour nous en témoigner? J'aimerais bien et j'aimerais bien essayer, quoi. J'aimerais bien le faire vraiment, quoi. On a un petit rituel de fin d'émission. Yes. On va te donner un bouquin. Ouais. Et une page qui va être la tienne. Il y a un petit feutre qui va avec. On a des textes, des petits mots, des dessins. Donc voilà, tu auras ta page qui est celle de droite. Et pendant que tu fais ça, on va terminer l'émission en se donnant des petites recommandations. Des gens qu'on conseille d'aller voir, qu'on aime bien, qui nous inspirent. Peut-être des gens qui font le même métier que toi, que tu nous conseilles d'aller voir. Ou on parlait de chaîne YouTube. Moi, ça va être une chaîne YouTube. Je vais commencer, on parlait des Américains. Moi, une fois que tu commences, ça fait plaisir. Ouais, cette fois, je pose les coudes et je commence. Du coup, je vous conseille d'aller voir des chaînes YouTube telles que celle de Brady Bessette,
sur YouTube. Je sais pas si tu connais Mathieu. Non. Brady Bassett. C'est un directeur de la photo qui explique toutes ces lumières, qui essaie de donner à chaque fois un petit concept, par exemple éclairer une scène de film avec une seule light, et qui donne des petits challenges comme ça, et qui vulgarise tout, qui donne des tips. Ça c'est vraiment cool, quoi. Voilà. Donc il y a un peu ta démarche de s'adresser à un grand public qui ne parle pas qu'aux professionnels de l'image. Ouais. Et comme tu disais, les Américains sont très forts pour ça. Ouais. Heureusement, il y a des gens comme toi qui le font ici aussi, mais je pense que c'est le genre de chaîne qu'il faut aller voir. Max, t'as une reco ? Moi, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle In-Depth Ciné. Ils ont des formats qui s'appellent Cinématographie Style et Cinématographie Breakdown. Et en fait, ils font des focus sur des directeurs de la photo, souvent américains, ou des réalisateurs avec quel est leur style, quelles sont leurs techniques utilisées, quel matos utiliser. Ça va pas mal dans la technique et tout. Et moi, j'aime bien parce que tu peux faire un focus sur un réalisateur, t'aimes bien ses films, etc. Et tu vois quel travail il a fait en commun avec tous ses films, etc. Il déconstruit la patte et... Ouais, la patte. Et puis voilà, des fois, ils disent qu'il n'a pas eu le choix au début, mais au final, il a continué de le faire parce que c'était un peu son style, etc. Donc, intéressant. Et j'avais une autre recommandation, c'est parce qu'on parle des formats internet, etc. Moi, il y a un court-métrage que j'ai adoré. Je ne sais pas qui est le directeur de la photo, mais c'est donc toujours Les Parasites, qui sont une chaîne que tu dois connaître, qui font des super courts-métrages. J'ai travaillé avec Guillaume Desjardins. Ah, super, wow. Ah bah oui, parce que c'est les premiers projets que j'ai fait avec Ludovic étaient co-réalisés avec Guillaume Desjardins. Qui et on a travaillé ensemble sur des projets très sympas, quoi. Il y a un court-métrage des Parasites que j'ai pas recommandé encore. J'avais recommandé leur série là sur l'effondrement qui est super. Et là, je recommande Jeux de société, qui est un court-métrage où c'est une famille qui joue au Monopoly. Enfin, je vais pas vous spoiler. C'est une famille qui joue au Monopoly et en fait, on se rend compte que c'est un peu une image de la société, etc. L'image est sublime. Donc, si tu le connais pas, je t'invite à le regarder. Ouais. Et puis, même le truc se regarde vachement bien. C'est un quart d'heure et c'est prise de conscience. Ah ouais, en général, c'est hyper. Il y a des messages derrière. Ouais, ils sont très engagés. Mathieu, une petite reco, une petite inspi, un truc à aller voir que tu nous conseilles ? Très bonne recommandation, c'est regarder les séries sur Netflix. Moi, depuis que je les regarde, j'en apprends à chaque série, j'apprends quelque chose, quoi. Est-ce que toi aussi, tu es ce genre de public sur Netflix qui a la barre espace un peu facile et dès qu'il y a un plan, tu mets pause et tu. Non. Ah non. Oh non. Ah non. Je suis tout seul. Non, mais tu peux le faire, mais moi ça me couperait ça me couperait la chic, quoi, de regarder une série, de faire une pause. Voilà, par exemple, je prends l'exemple la dame de jeu ou le jeu de dame. Le jeu de la dame. J'allais t'en parler en fait. J'ai dit j'étais sur le coup. J'ai dit mais quel filtre de diffusion il a testé, parce que celui-là je le connais pas, donc j'étais sur internet, sur internet on trouve tout, c'est magnifique. J'ai réussi à trouver, je suis comme tout le monde, je regarde des making of et là pour le coup je suis avec la barre espace, je dis putain. Il a mis quoi comme lumière, putain, l'enculé. Avec ton carnet à côté. Mais je suis comme tout le monde, je suis là. En fait, il est comme nous, mais c'est juste dans les making-of. Mais mais je suis là et je regarde et tac. Ah tiens, il a mis quoi là ? Ah ouais, d'accord, machin. Je pense qu'ils ont utilisé de très grandes ouvertures. Je pense qu'il y a eu des choses. C'est magnifique. C'est fou. Hein. En fait, t'as envie de savoir quelle caméra ils ont utilisé, les optiques qu'ils ont utilisées, et éventuellement le filtre de diffusion. Après, la lumière, ça reste toujours la même chose. Mais déjà sur les choix de caméra, et ensuite. Comment ils ont travaillé ça et voilà, d'avoir des idées. Je crois que j'en parle dans un autre épisode, mais j'ai regardé 2 fois la série. Ouais. Une fois pour la découvrir et découvrir l'histoire, et une fois juste pour la réalisation et la direction de la photo. Mais c'est extraordinaire. Et ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui on a ça sur des séries, alors qu'avant on avait ça uniquement au cinéma. C'est clair. Et qu'aujourd'hui la série c'est un peu libéré et on peut faire des super belles choses sur une série, quoi. Et c'est magnifique, quoi. Donc j'invite tout le monde à regarder des belles séries sur Netflix, quoi. Et puis c'est pas très cher, donc ça. Non, et ça va, c'est pas très cher. C'est clair. Et en 4K. Bah si on peut. On n'est pas sponsorisé par Netflix. C'est vrai qu'on parle Netflix, mais on n'a aucune. Enfin, Netflix, si vous passez par là, on peut parler, mais c'est pas en cours. Yes. Mathieu, on était ravis de te recevoir, de parler un peu de technique, de parler un peu de ta chaîne, de ton métier, de tes vies multiples. Ouais. J'espère que tu t'es régalé aussi, que les gens prendront du plaisir à nous voir et qu'ils iront voir un peu ce que tu fais. Bah j'espère. C'était un plaisir. Super. Merci beaucoup. Mathieu. Un grand merci. Ciao. C'était Parole d'Image. À bientôt. Ciao.